Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Rendez-vous sur le site Une blonde en Norvège pour plus d'infos. Trouver un logement en Norvège peut être assez difficile et assez cher. Que ce soit à la location ou à l'achat, il y a plein de points à prendre en considération et ça fait longtemps que vous me demandez un épisode à ce sujet. Mon expérience ne reflète pas vraiment la situation que beaucoup d'entre vous vivent car je n'ai eu aucun problème à trouver un logement, je n'habite pas à Oslo et je suis locataire, donc je ne maîtrise pas du tout le côté achat. Et je reçois donc de nouveau Thomas Bassetto pour éclaircir certains points et pour répondre à vos questions. Salut Thomas, ravi de discuter de nouveau avec toi. Salut Anne-Sophie, je suis ravi d'être de retour dans ton podcast. Pour les nouveaux arrivants en Norvège, comment on s'y prend pour trouver un logement à louer déjà? Par exemple, sur quel site on va pour trouver les annonces? Alors, 3 sources principales me viennent à l'esprit. La première, c'est Finn.no, une sorte de bon coin norvégien. Ensuite, Hibel.no, qui est un site principalement pour les colocations et les studios, donc qui ne conviendra pas aux familles. Et surtout en dehors des grandes villes, mais pas que, il y a tous les groupes Facebook où là, il est difficile de tous les nommer, mais en cherchant nom de la ville plus rooms, parce que souvent ils seront en anglais donc, ou nom de la ville plus flats, apartments, housing. C'est les 3 sources, on va dire, principales. J'aimerais juste mentionner, donc effectivement, les sites des agences immobilières peuvent être intéressants, mais 99% des biens qui sont sur les sites d'agences se retrouvent aussi sur Finn.no. Oui, c'est ça, on les retrouve sur Finn aussi. Ouais. Exactement. Et à la fois aussi sur Finn et Hibel, une option de ces 2 sites auxquels les gens ne pensent pas, c'est que non seulement il est possible de regarder les logements disponibles, mais il est aussi possible de laisser une annonce en tant que locataire ou en tant que chercheur d'appartement en disant « Je me présente, voici une photo de moi, je cherche un appartement qui corresponde à ci et ça, et voici mon budget. » Donc, c'est-à-dire on peut inverser les rôles. Et ça peut fonctionner, dans le sens où certains propriétaires, en fait, en ont marre de poster leur annonce et de recevoir 50 emails par jour. Ils préfèrent, eux, regarder parmi les gens qui cherchent des appartements. C'est vrai que ça marche, ça. Moi, j'ai une copine dans le Vestfold là, qui a trouvé un appartement comme ça. Quand elle m'a dit qu'elle avait trouvé comme ça, j'étais surprise. Mais j'ai trouvé, moi, la deuxième appartement dans lequel que je louais. En fait, je suis passé exactement par ça. Et en plus, il était, on va dire, un peu moins cher que la moyenne par rapport au prix du mètre carré, tout simplement parce que le propriétaire, en fait, je pense qu'il était déjà assez riche, on va dire, et il ne faisait pas ça pour l'argent. Donc, du coup, j'ai eu une très bonne offre et tout le monde était content. Est-ce qu'on peut trouver un logement à distance en étant encore en France, par exemple, avant de venir s'installer, ou est-ce qu'il faut être forcément sur place? Alors, c'est une réponse pas très évidente, parce qu'il est possible de le faire et rien ne l'empêche. Par contre, de mon expérience, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'arnaques faites à distance, malheureusement. Et c'est plus sur ce côté-là où je me méfierais, c'est-à-dire de discuter avec un propriétaire sans être sur place et d'avoir une promesse de « Non, mais quand vous arriverez, je vous donnerai les clés, versez-moi juste la caution » et vous arrivez le jour J et il ne répond plus au message. Oui, c'est vrai qu'on a vu sur les groupes Facebook là passer pas mal d'annonces comme ça de gens qui ont été arnaqués. Hein. Pas que voilà, sur les groupes des Français en Norvège, mais aussi sur les groupes les autres d'autres nationalités, c'est assez je dirais pas que c'est assez répandu, mais clairement ça arrive fréquemment quand même. Ça arrive un peu trop fréquemment à mon goût. En plus, j'ai l'impression que c'est beaucoup pour les étudiants, pour les gens qui cherchent une chambre, par exemple, en colocation, plus que pour les appartements principaux avec toutes les pièces. Exact. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Du coup, c'est les parents qui doivent gérer ça à distance et tout. C'est pas facile.
Exactement. Et d'ailleurs, donc comment savoir si c'est une arnaque? Ben, malheureusement, j'ai pas la solution. Par contre, pour vous dire à quel point ça peut être vicieux, j'ai vu un témoignage où la personne avait eu une visite de l'appartement par vidéoconférence. Et donc, c'est-à-dire, a priori, tu peux avoir confiance parce que tu as vu la Parce personne qu'on a qui te vu le fait, lieu, voilà. la personne et tout, ouais. Et une fois sur place, non, la personne ne répond plus, le numéro ne répond plus, mais potentiellement, vous avez déjà versé la caution. C'est ça, c'est l'arnaque, c'est que du coup, on perd la caution qu'on a déjà versée, quoi. Voilà, la compte ou la caution que l'on a déjà versée. Alors éventuellement, si vous avez un ami déjà sur place, en Norvège, ou des collègues si vous venez pour le travail, éventuellement, vous pouvez essayer de voir avec eux s'ils peuvent visiter à votre place. A priori, quand même, ça aide déjà pas mal. Mais Ouais. voilà. Mais sinon, c'est possible de louer un logement à distance et de payer avec son compte en banque français. Oui, c'est possible. Il y en a qui l'ont fait. Ils sont tombés sur un propriétaire qui était conciliant et en qui on pouvait avoir confiance et pas de souci. Ils sont arrivés le premier jour. L'appartement était là, les clés étaient là. Comment éviter au mieux ces arnaques? Alors, bien sûr, il faut bien étudier l'offre ou la description de l'appartement, essayer d'avoir un bon feeling avec les propriétaires, mais il existe aussi des assurances pour ceux qui louent des appartements ou des maisons. Alors, c'est comme toujours, comme toutes les assurances, on y pense en général quand c'est trop tard. Donc, je suis, je la recommande, mais en même temps, je sais que c'est un investissement que l'on n'a pas forcément envie de faire quand on loue au tout début. Mais il en existe une qui s'appelle Leieboer Foreningen. Tu pourras mettre le lien dans les descriptions du podcast. Ouais. Elle coûte à peu près 250 couronnes par an pour les étudiants et 400 pour les non-étudiants, donc 25 ou 40 euros environ. Et non seulement il y a beaucoup de documentation qui est fournie pour se protéger en anglais et en norvégien, mais aussi la possibilité d'avoir de l'aide juridique. C'est pas une assurance, par exemple, qui peut protéger contre les arnaques, comme on disait juste Non. avant, de gens qui se font prendre leur caution et où après ils ont plus de nouvelles du proprio, quoi. Malheureusement, il n'y a aucune assurance contre Y a ça. rien, il y a aucun recours Non, il contre n'y a ces aucun arnaques-là. recours. Et d'ailleurs, on parlait de caution et donc de la difficulté d'ouvrir un depositum conto, parce qu'il est difficile d'obtenir un dénumeur ou un Fødselsnummer et donc d'ouvrir un compte en banque. Il faut se résigner à donner la caution sur un compte privé du propriétaire. Et là encore, il n'y a pas vraiment de protection pour être sûr que le propriétaire rende tout l'argent. C'est vrai que c'est l'intérêt de ces comptes sécurisés, c'est que si par exemple au moment où on part, si le propriétaire estime qu'il y a des travaux à faire et que lui il souhaite prendre telle somme sur la caution, nous on doit le valider en fait. Mhm. Mais je veux pas non plus effrayer tout le monde. C'est-à-dire que tous les propriétaires ne sont pas comme ça. Je connais beaucoup de gens avec qui ça s'est bien passé. Ils ont, Heureusement. voilà, heureusement, ils ont accepté de donner la caution sur le compte privé du propriétaire et ils ont tout récupéré à la fin. Ça, Ouais. les bonnes, voilà, les bonnes expériences existent aussi, bien sûr. Heureusement. C'est juste une petite mise en garde, c'est vrai, Mm. pour faire comprendre aux auditeurs que ça peut arriver, que ça existe, mais vous inquiétez pas, en règle générale, ça se passe très bien. Moi, ça s'est passé très très bien avec mes premiers propriétaires. C'était pareil, quand on est arrivé, on a trouvé le logement au tout début, mais on n'avait pas encore le compte en banque norvégien, et il a accepté qu'on paye les 3 premiers loyers, je crois, depuis notre compte français sur son compte norvégien. Du coup, c'était assez cool de sa part parce que du coup, avec le taux de change, etc., ben, finalement, lui, il recevait pas exactement la bonne somme sur son compte. Donc, on refaisait le petit calcul tous les mois pour rajuster et tout ça. Enfin, ils ont été vraiment très conciliants, très cool. Ils nous ont aidés pour... Euh, pour ouvrir les compteurs d'électricité, etc. Enfin, ils étaient vraiment... parce qu'on on louait du coup un demi-sous-sol d'une maison privée. Et les proprios ont été vraiment super, ils nous ont vraiment aidés pour plein de trucs et tout, donc ne vous inquiétez pas, en règle générale, ça se passe quand même très bien. Qu'est-ce qu'il faut comme document quand on arrive en Norvège et qu'on veut louer un logement? Est-ce qu'il faut forcément se dénumère, comme on en a parlé dans l'épisode précédent, ou est-ce qu'on peut louer sans ce numéro? On peut louer sans ce numéro.
Et étonnamment, il ne faut pas grand-chose même, il n'y a pas forcément de dossier à faire. La plupart des propriétaires ne vont pas vous demander à fournir de garant ou quoi que ce soit. C'est beaucoup, beaucoup plus facile qu'en France. Le seul moment, en fait, où il y a potentiellement besoin de dénumeur, c'est pour la caution. Parce que la grande différence entre la France et la Norvège, c'est qu'il existe un compte en banque spécial caution pour les logements. Ça s'appelle en norvégien un depositum konto. Et je trouve ça absolument fantastique. C'est vrai. Fantastique. Voilà. Parce que ça permet donc, juste pour donner une idée, la caution, c'est souvent 2 à 3 mois de loyer. Donc c'est une somme assez C'est conséquente. important quand même, ouais. Voilà. Mais donc le depositum conto, c'est un compte sur lequel on laisse la caution et quand la personne, quand vous en fait partez de l'appartement, si le propriétaire veut retenir de l'argent, il doit faire un dossier, il doit monter un dossier auprès de la banque pour prouver qu'il y a eu des dégâts et donc récupérer une certaine somme. C'est-à-dire qu'il y a un travail conséquent à fournir, il faut qu'il y ait des vrais dégâts. Donc non seulement c'est contraignant pour le propriétaire, mais en plus, on récupère les intérêts que l'argent a fait pendant les mois ou les années où C'est vous avez vrai, été ça c'est locataire. assez incroyable quand même. C'est complètement incroyable. Alors attention, hein, c'est pas des intérêts très élevés, Non. mais bon, quand Mais même. quand même, ça nous revient au final. Voilà. Mais donc voilà, on en revient à la difficulté. Ici, c'est qu'il faut pouvoir ouvrir un compte en banque en Norvège pour ouvrir ce depositum konto. C'est ça. Du coup, il faut se dénumère pour ouvrir un compte en banque. Voilà. En dehors d'Oslo, et à Oslo, c'est pire, comme on disait dans le précédent podcast, où il faut même le fødselsnummer. Alors on le sait, la Norvège, c'est un pays où tout ou presque est cher, mais comme partout, il y a une grosse différence entre les prix dans les grandes villes et à la campagne. Mais c'est vrai qu'à Oslo, dans le centre-ville, c'est quand même très très cher. Est-ce que tu peux nous donner une idée des prix à Oslo, par exemple, dans le centre, et puis un petit peu à l'extérieur, et dans les autres grandes villes et partout ailleurs, par exemple pour un F3, un appartement avec 2 chambres? Les statistiques que j'ai trouvées, donc on parle de moyenne ici, pour Oslo, un deux chambres, on va être dans les 16 000 couronnes, plutôt vers 12 000 couronnes dans les autres grandes villes comme Bergen ou Trondheim, un peu moins cher encore pour Stavanger, et ensuite, plus la ville est petite, moins ce sera cher. Cependant, voilà, ça reste une moyenne, Ouais. bien sûr, et cela va varier en fonction de la proximité du centre-ville et de la qualité de l'appartement. C'est vrai que les gens ont du mal à se rendre compte des prix, ce qui est normal. On m'a souvent posé des questions sur les prix, mais il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a demandé si c'était possible, par exemple, à la campagne, hein, pas forcément à Oslo, mais de louer une maison pour environ 400 euros. Donc les gens ont vraiment pas conscience des prix. Non. C'est pour ça que c'est bien que tu nous donnes une idée. Même là où moi j'habite, donc j'habite à Tolsrød, c'est un petit peu en dehors de Tønsberg. Je suis pas à Tønsberg. Mais dans Tønsberg centre, c'est encore plus cher. Mais pour une maison, je dirais, d'une centaine de mètres carrés à peu près, il faut compter entre 12 000 et 16 000 couronnes. Hmm. Non, mais pour donner un ordre d'idée, le moins cher à Oslo, allez, donc c'est une chambre en colocation, on va dire en moyenne 6 000 couronnes par mois. Bien sûr, il y a des gens qui vont peut-être dire au podcast, en réponse au podcast, moi j'ai trouvé à 5 000 couronnes ou à 5 Oui. 500, mais c'est vraiment le cas particulier. Et à mon avis, c'est pas une très grande chambre dans une très bonne Non, coloc. c'est ça, j'ai envie de dire, même 6 000 couronnes, c'est Ouais, pas cher. Hein. C'est plutôt, non, je c'est pas dirais, cher. entre 6 000 et 8 000 hein, les prix pour une Bien sûr, chambre ouais. en coloc. Oui, Et une chambre de 7, 8, 9 mètres carrés, quoi, un grand max. oui, Hein. oui, bien sûr. Donc c'est vraiment très cher. Comment ça se passe pour les étudiants? Il y a des logements universitaires, il y a des sites spécifiques sur lesquels aller chercher les annonces ou comment ça se passe pour eux? Alors, ça va dépendre des écoles, j'ai envie de dire, dans le sens où il y a des logements étudiants réservés dans la plupart des villes. Souvent, donc, on parle de colocation ou alors de studio. Je sais où j'ai déjà vu plusieurs étudiants qui préfèrent ne pas aller dans les logements étudiants parce qu'ils veulent avoir leurs amis dans une coloc plus, on va dire, en centre-ville, même s'il y a des logements étudiants qui sont en centre-ville.
Je sais- le, L'anecdote à laquelle je pense, cependant, c'est que pendant cette période de pandémie à Oslo, malheureusement, ils avaient pendant un moment arrêté d'accepter les étudiants qui venaient de l'Union européenne. Les logements étudiants étaient réservés aux Norvégiens, puis après aux étudiants qui venaient hors En de dehors de la l'Union. zone. Ouais. Voilà, donc les Français ont dû tous dû se débrouiller en fait, en passant ben, comme tout le monde sur Finn, sur Hibel et sur les groupes Facebook. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne vivent pas encore en Norvège, je ne sais pas si toi c'est un point que tu as remarqué, peut-être un peu moins à Oslo, mais moi à la campagne là où j'habite, c'est un truc qui m'a un peu surprise quand je suis arrivée en Norvège il y a 7 ans maintenant bientôt, c'est qu'il y a beaucoup de logements, de maisons en fait, où on loue une partie de la maison, donc un étage ou un sous-étage, un peu comme ça se fait aux États-Unis ou en Australie, j'ai l'impression. En France, ça se fait moins quand même de louer une partie de sa maison comme ça. En Norvège, c'est vrai qu'il y a beaucoup, on voit, alors c'est parce qu'on voit très peu de petites maisons en fait, on voit beaucoup de grosses maisons et avec plusieurs étages et puis avec des locataires ou même des propriétaires différents sur les étages. Et, euh, et quand on arrive en Norvège et qu'on cherche un logement, on tombe très souvent sur des logements comme ça. En fait, par exemple, moi à Tønsberg, il y a très peu d'immeubles avec des appartements. Il y en a un petit peu en ville, mais à Tolsrø, là où je suis, il y en a très très peu. Et la plupart des logements, c'est des parties de maisons privées en fait. C'est une très bonne remarque en fait parce que c'est la même chose à Oslo. On en trouve pas mal. C'est-à-dire soit tu loues le premier étage ou le deuxième étage. Alors malheureusement, il y a aussi, surtout sur la ligne du métro numéro 1 à Oslo, celle qui monte tout en haut on va dire, de la montagne ou de la montagnette. euh, il y a beaucoup de maisons où en fait il est possible de louer le sous-sol. Alors c'est Ouais. un peu glauque, c'est pas un sous-sol complet. En général, il y a c'est-à-dire qu'il est pas complètement sous terre. Il y a des petites fenêtres qui permettent quand même de laisser rentrer le jour. Donc c'est certes un peu glauque, mais bon, ça se fait. Hein. Et souvent ces parties sont louées. Ça s'explique aussi parce que pour les propriétaires qui louent euh, une surface qui est moins que, alors si je ne me trompe pas, c'est 50 ou 40% de la surface totale, ils ne payent pas de taxes sur le loyer qu'ils touchent. Donc en fait, ça se fait pas mal. Et il y a effectivement, là on parle d'étages, genre sous-sol, premier, deuxième, mais il y a aussi des maisons où enfin je veux dire, c'est pas un étage, c'est une petite annexe qui a tout le confort compris, hein, donc cuisine, salle de bain, que les gens louent. C'est vrai. Et moi, le premier logement que j'ai eu en Norvège, c'était justement, comme tu dis, là, un appartement en sous-étage. Donc, ça s'appelle Underetage en norvégien. Et c'est vrai que c'est des petites fenêtres. Alors, nous, on avait de la chance parce que dans la grande pièce à vivre, salon, salle à manger, on avait des vraies fenêtres, en fait. C'était vraiment... on avait des grandes fenêtres, il y avait pas mal de lumière. C'était juste que le bas des fenêtres, en fait, était à hauteur de terre, quoi. Donc on avait ça, et par contre dans la chambre c'était effectivement un petit Velux. Et les gens peuvent penser que peut-être du coup ces logements-là sont moins chers que d'autres, mais non en fait. Donc nous on avait un appart qui faisait 60 mètres carrés, on payait 8500 couronnes quand même. Donc on a parlé de ces cautions et quand on fait les démarches du coup pour louer un logement, est-ce qu'on nous demande un revenu minimum ou comment ça se passe? Je sais que moi pour mon premier logement, les propriétaires comme on n'avait pas encore de travail puisque on s'est mis à notre compte tous les deux, donc on était freelance mais on venait d'arriver donc on travaillait pas encore, on n'avait pas de revenus norvégiens. Et ils nous ont demandé en fait un relevé de notre compte en banque pour leur prouver en fait qu'on avait un peu d'argent et de quoi payer les premiers loyers tout du moins. Alors ça va dépendre vraiment des propriétaires. Moi, j'ai loué deux appartements différents en tout. La première fois, je venais d'arriver en Norvège, mais j'avais un contrat de travail en main. Et la propriétaire m'a juste demandé en fait le numéro de téléphone de mon patron. Et elle a appelé mon patron pour vérifier que j'avais vraiment Un travail là-bas.
Voilà, en gros. Et ça s'est fait, mais j'ai pas eu à fournir grand chose de plus. Mais elle a quand même téléphoné pour être sûre, quoi. Voilà. Mais en contrepartie, le deuxième n'a absolument rien demandé. D'accord. J'ai rien eu à fournir, il a appelé personne. En tout cas, c'est vrai que ça peut être une difficulté. Si vous arrivez en Norvège parce que vous avez déjà trouvé un travail, bon bah là, en règle générale, que ce soit pour tout, hein, pour trouver un logement, ouvrir un compte en banque, avoir son dénumère, tout va être quand même un peu plus simple. Mais si vous arrivez en Norvège et que vous n'avez pas encore de travail et que vous souhaitez commencer à chercher seulement une fois que vous serez sur place, là, effectivement, le côté dénumère et trouver un logement, ça peut être un petit peu plus compliqué. Une question qui revient aussi souvent, c'est est-ce qu'on peut avoir un animal de compagnie dans un appart ou une maison que l'on loue? Oui, mais c'est très peu commun. Donc ça va tout simplement dépendre du propriétaire. Une astuce que l'on m'a donnée, c'est que même si l'annonce du logement dit que les animaux de compagnie ne sont pas autorisés, cela vaut le coup de prendre contact avec les propriétaires et de leur demander. Parfois, en fait, le sous-entendu, c'est qu'ils ne veulent pas, par exemple, de grands chiens ou de chiens bruyants. Mais par Ou exemple, 15 chats ou... mais oui, mais par exemple, les chats, parfois, ils peuvent être plus conciliants, ou même pour les animaux les plus petits. Donc, Faut demander, quoi. euh, voilà, il faut demander. Dans la maison où je suis maintenant, sur le contrat, le propriétaire avait mis non pour les animaux de compagnie. Et pour l'instant, on n'en a pas encore, mais on se renseignait, on aurait bien aimé et tout ça. Et du coup, je lui ai demandé, il m'a dit oui, oui, c'est bon, parce que je vous fais confiance, parce que je sais que vous êtes sérieux et que si jamais il y a un truc qui est abîmé ou quoi, vous allez le réparer. Donc, c'est aussi en fonction de la bonne relation qu'on peut avoir ou pas avec son propriétaire. Vraiment, dans la plupart des annonces, par défaut, c'est quand même tout le temps écrit non. C'est vrai. C'est rare de... Même dans les... moi, je sais quand je pars en vacances, je loue souvent enfin, tout le temps mes logements sur Airbnb. C'est très très rare que les animaux de compagnie soient acceptés. Si on est locataire et qu'on veut sous-louer son logement quand on rentre en France, par exemple, l'été ou à Noël, est-ce qu'on peut? C'est exactement pareil que pour les animaux de compagnie, en fait. Il faut tout simplement vérifier avec le propriétaire. Il n'y a pas vraiment de règles. Que ce soit un appartement ou une maison que l'on loue, est-ce que les charges sont incluses? Alors ça va dépendre, puisque par exemple, sur les deux appartements que j'avais loués, les charges étaient réparties différemment. Dans l'une d'elles, je devais payer l'eau chaude et pas dans l'autre. Donc il faut éplucher la description de l'offre. Mais maintenant que tu parles de charges, je pense aussi à une spécificité norvégienne, qui est donc le dugnad. Je, Ouais. c'est important parce qu'à Oslo, en tout cas, quand j'étais Ça, dans, c'est presque un thème à part entière. Faudra faire un épisode là-dessus parce que... voilà, et puis je suis sûr que tu as déjà un article là-dessus. Même pas, tu vois. Je m'en souviens très bien parce que dans le premier appart que je louais, la propriétaire m'écrit à un moment en me disant ah, c'est bientôt le dugnad de l'immeuble, il faut absolument que tu participes. Et donc j'étais là mais de quoi, pardon, enfin, Participer à ouais, quoi? de quoi tu parles. Et donc en fait, dans les copropriétés, c'est très fréquent que 2 fois par an, tous les propriétaires ou leurs locataires, s'ils louent, se réunissent pour entretenir le jardin, l'immeuble en lui-même, ce genre de choses. Donc c'est convivial, tout le monde participe. Mais C'est session restauration en groupe, quoi. voilà. Bon, après, c'est pas des gros travaux non plus. Hein. On n'est pas en train de recouler la chape de l'immeuble ou quoi que ce soit. Hein. Souvent, c'est repeindre ou désherber. Exact. Mais en fait, dans les deux appartements que j'avais loués à Oslo, j'avais dû participer donc au Dugnad. Mais effectivement, tu vois, je savais pas que ça s'imposait, entre guillemets, aussi aux locataires. Je pensais que c'était un truc qui était que pour les copropriétés, mais avec les propriétaires dedans. Ah ben alors, c'est une très bonne question. Et ce qui s'est passé, en tout cas dans mon premier appartement, je peux te dire pourquoi. C'est qu'en fait, la copropriété, quelques années auparavant, avait décidé de faire payer les propriétaires qui ne participaient pas au Dugnad. Donc, Ouais, c'est ça, c'est que ça peut être payant ce truc en fait. C'est payant si tu ne participes pas. Si tu le fais Voilà. pas, quoi. Et qui c'est qui allait être prélevé? Ben, c'était elle, bien sûr.
Eh oui. Donc, Ah oui, d'accord. Donc toi, du coup, tu faisais le taf pour pas elle soit prélevée. bah, j'imagine que si, oui, mais que elle allait me dire, mais sinon, mais non, mais c'est à toi de payer l'amende, hein, puisque tu n'as pas participé. Enfin, voilà. Ouais, mais ouais, c'est bizarre parce que le Dugnad, c'est un truc pour les propriétaires, quoi. Et c'était quoi, du coup, toi, à faire ce Dugnad? J'avais ramassé des feuilles mortes, ça je m'en souviens très bien. Et je crois que j'avais passé le tuyau d'arrosage dans le local à poubelle. C'était Ok. super. Pour ceux qui nous écoutent et qui vivent pas encore en Norvège, ce Dugnad, effectivement, tu vois, c'est une bonne suggestion de thème. Effectivement, je ferai peut-être un épisode là-dessus. En fait, ouais, ça se fait partout, en fait, dans les écoles, quand on est salarié, même dans les entreprises. C'est une journée en fait commune où on fait quelque chose ensemble qui va sur l'entretien du lieu, etc. Donc il y a ça vraiment partout. Pour les écoles, par exemple, il y a une journée de Dugnad, au moins, voire deux, je suis pas certaine, où les parents doivent aller repeindre l'école ou nettoyer la cour. Exact. Parce que c'est vrai que tu disais, les charges, toi, du coup, étaient réparties différemment sur tes deux logements. Mhm. Dans ton deuxième, c'était quoi la différence? Donc dans les deux cas, je payais moi-même l'électricité. Elle n'était jamais incluse. Par contre, voilà, c'est une histoire d'eau chaude. Soit elle était incluse dans toute la copropriété et j'avais rien à payer, soit elle faisait partie en fait au final de ma facture d'électricité. Parce que ça, c'est vrai que c'est un point qui est un petit peu différent de la France en Norvège, c'est que l'eau, en fait, se paye au forfait. Donc, c'est une petite anecdote comme ça, quand je suis arrivée en Norvège, d'un ami français qui m'a raconté ça. Ils étaient propriétaires de leur maison et il y a le voisin qui est arrivé qui lui a demandé s'il pouvait prendre son tuyau d'arrosage pour remplir sa piscine. Du coup, il a dit pardon. Tu veux remplir combien de mètres cubes d'eau là avec mon avec mon eau? Mais non, ça va pas le faire en fait. Et du coup, il lui a expliqué qu'effectivement, c'était les propriétaires payaient une somme au forfait et que du coup, ça dépendait pas de la quantité d'eau que tu utilisais. Donc du coup, ça ne changeait rien en fait. Et du coup, souvent, quand on est locataire, eh ben après, c'est le propriétaire qui estime la valeur de ce forfait, puis qu'il l'ajoute ou pas dans la somme du loyer. Mais en tout cas, en tant que locataire, on ne paye pas de charge d'eau. C'est correct. La plupart du temps, en tout cas. Donc les charges d'électricité, qui est toujours aux frais du locataire, les poubelles aussi, c'est aux frais du propriétaire, ça. Donc encore une fois, c'est le propriétaire qui juge s'il veut augmenter un petit peu le loyer pour inclure ces frais-là dedans. Mais je me rappelle à Paris, j'étais locataire, mais tous les ans, on recevait une taxe, en fait, qui était assez énorme. Hein. En plus, c'était 350 €, je crois, un truc comme ça, par an, de taxes pour les éboueurs, quoi, de poubelles. Donc en Norvège, il y a pas ça. Voilà, c'est intégré en fait, c'est intégré différemment parce qu'au final, t'inquiète pas que tu les payes quand même. Oui, mais du coup, ce que je veux Ouais, dire, c'est qu'on le paye c'est le propriétaire qui l'inclut dans la voilà. somme qu'il nous demande pour le loyer, mais on reçoit pas une Oui, facture oui. tous les ans de charges à payer en plus, quoi. Ouais, tu as raison. J'ai sorti un article il y a pas longtemps sur le coût de la vie en Norvège et je parle pas mal du prix de l'électricité, qu'on va pas s'étendre là-dessus dans l'épisode, mais je vous invite à consulter cet article si vous voulez avoir un petit peu plus d'infos, parce que c'est vrai que l'électricité est quand même très chère en Norvège, c'est un gros budget qu'il faut vraiment prendre en considération. Et surtout, les prix varient. Donc, il y a des pics, évidemment, de consommation l'hiver. Et cette année, les prix ont fait x7, je crois. Ah oui, Entre le mois de novembre et le mois de janvier, ça a fait x7. mais c'est vrai que tout le monde en parlait, c'était dans les news. Ouais, c'était assez fou. Moi, quand j'ai reçu la facture, j'ai pas compris. Et du coup, c'est vraiment un gros budget. Hein. Nous, pour là, une maison de 100 mètres carrés, on a payé 5000 couronnes Wow. par mois. Mm. Donc, c'est quand même un budget à prendre en compte.
pense qu'on a fait quand même pas mal le tour de tous les points concernant la location. Maintenant, concernant l'achat, est-ce qu'on peut acheter avec un dénumère ou est-ce qu'il faut être résident et avoir ce fameux Futzelnummer? Alors en vérité, la seule chose qu'il faut absolument pour acheter, c'est l'argent. Je sais que ça fait un peu cliché, mais c'est la seule chose qui est nécessaire. C'est-à-dire que Ok, mais c'est bien de le préciser. voilà, oui, voilà. Si vous avez l'argent pour acheter de cash, on va dire sans prêt, directement un bien, vous n'avez pas besoin d'être résident. Et le fameux D-Numer sera créé lors de votre enregistrement au cadastre norvégien par l'agence immobilière. Comme on l'a dit dans l'épisode précédent sur le dénumeur. Et d'ailleurs, tu avais donné un exemple en disant que tu connaissais quelqu'un à qui c'était arrivé d'acheter un bien en Norvège directement sans passer par les banques norvégiennes et qui avait du coup reçu ce dénumère. Et entre-temps, j'ai reçu un message de quelqu'un qui me suit qui m'a confirmé que lui aussi, il avait fait ça. Et c'est quelqu'un qui habite en France et ils ont acheté un bien en Norvège et du coup, ils ont reçu ce dénumère. Donc, tu avais raison. Mais ma seule interrogation de ce point de vue-là, c'est que l'achat donne lieu donc à la création du dénumeur, mais comme on l'avait dit, depuis 2017, les nouveaux dénumeurs qui ont été créés ne sont valables que 5 ans. Donc c'est-à-dire pour l'instant, on ne sait pas encore ce qui se passe au bout de 5 ans, vu qu'on n'est jamais arrivé en 2022, hein, ça va être les premiers. Je ne suis pas sûr de la démarche à faire pour le transformer. Oui, qu'est-ce qui se passe après, voilà. quoi. Soit le transformer en Futzelnummer, ou alors qu'est-ce qui se passe au bout de ces 5 ans. Ou le renouveler, en avoir un deuxième. Oui, voilà. Ouais. Je sais pas. Ok, on refera un épisode voilà. quand l'année prochaine pour faire le point. Notre premier cobaye. C'est ça. Et c'est ça. Une petite précision, parce que j'ai vu que sur les groupes, il y avait beaucoup de gens qui avaient posé la question dernièrement. On confond un peu souvent le fait d'être résident et le fait d'avoir un Futzelnummer, mais on peut très bien avoir un Futzelnummer et ne pas être considéré comme résident. Comment on vérifie ça ? Alors, il y a une page maintenant sur le site des taxes norvégiennes, Skatteetaten, où il est possible de vérifier en fait, son statut dans le Folkeregister, qui est donc en gros le registre national des personnes. Et sur ce site, on pourra consulter donc en se connectant quel est notre statut du point de vue aux yeux de l'État, en tout cas. Parce que comment c'est possible en fait qu'on puisse avoir ce Futzelnummer mais ne pas être considéré comme résident ? En déménageant, tout simplement, en partant 2 ans à l'étranger. Ah, c'est quelqu'un qui serait parti à l'étranger et revenu, mais où du coup il est considéré comme étant parti, quoi. Exactement. On ne peut pas l'obtenir si on n'a pas déjà été résident à un moment. Et pour acheter, donc, il n'y a pas besoin d'être en Norvège depuis un certain nombre d'années. Non, alors on en revient toujours en fait à la même, réponse, c'est-à-dire non. Par contre, ça dépend si tu as directement l'argent ou si tu as besoin d'un prêt, parce que là, la question c'est est-ce qu'il faut être en Norvège depuis un nombre d'années minimum pour avoir un prêt? Et en général, oui. Ça va dépendre des banques, donc je pourrais pas donner on va dire si, peut-être entre 2 et 4 ans selon les banques, mais je connais des gens qui m'ont confirmé avoir pu obtenir un prêt au bout de 3 mois en Norvège, mais tous les deux avaient une situation stable, un travail et suffisamment d'apports via beaucoup d'économies qu'ils avaient déjà en France. Donc ça va énormément dépendre de votre situation. Oui, parce que c'est ça, du coup, quand on veut acheter, en fait, les démarches à faire, bon, c'est comme partout, on va dans les banques et puis on demande donc combien on peut emprunter, etc., en fonction de l'apport qu'on a, en fonction de notre statut, de si on a un travail fixe ou si on est freelance, etc. Mais comment ça se passe globalement quand on va prendre ses rendez-vous justement dans les banques ? Alors, pour les demandes de prêt, en général, il faut décrire donc sa situation familiale, donc c'est-à-dire marié ou pas, le nombre d'enfants. En général, il faut aussi parler de voiture, on nous demande très souvent. Aussi, est-ce qu'il y a d'autres dettes déjà existantes? Donc, je pense bien sûr au prêt pour la voiture s'il existe. Oui, parce qu'en fait, la voiture en Norvège. Ça coûte très cher. C'est tellement un gros budget, ça coûte tellement cher que ils nous demandent si on a une voiture ou deux, quoi. C'est ça, c'est un cas vraiment à part, une catégorie à part dans le questionnaire.
Il y a aussi la question donc sur les dettes de prêts à la consommation, sur les prêts étudiants, sur les cartes, alors les cartes de crédit, à ne pas confondre avec n'importe quelle carte bancaire. On parle des cartes qui donnent de l'argent, une sorte de prêt. En fait, au final, c'est une sorte de prêt à la consommation. Certaines personnes en Ouais. ont. C'est tout ce à quoi je pense. Ok. Alors, il faut donner, en fait, en général aussi pour ceux qui sont salariés, les 3 dernières feuilles de salaire, ainsi que l'avis d'imposition de l'année précédente. Donc, on arrive au fait qu'il faut au moins 1 an en Norvège, à moins d'avoir un apport conséquent. Et est-ce qu'il faut que les deux personnes, par exemple, du couple, soient forcément salariées à un travail fixe? Alors, ça va vraiment dépendre. En fait, Ça dépend, je suppose, mais quand même, globalement, est-ce oui, que, par globalement, oui. exemple, la vraie question, c'est quand on est freelance, comment ça marche? C'est quand même freelance, c'est un peu comme en France, les banques sont un peu plus Sont plus frileuses. frileuses, quoi. Voilà. Ouais. J'ai l'impression que en ce moment, plus particulièrement, certainement lié à la crise du virus, mais j'ai l'impression que les banques en ce moment sont très 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 frileuses. Oui, tu as raison. Et parfois, j'ai du mal à l'expliquer parce qu'à Oslo, j'ai pas mal d'amis qui sont en couple. Les deux ont un travail stable et et un CDI. Et ils ont du mal, en fait, à trouver des banques qui, ne serait-ce qu'en fait, acceptent de les recevoir. C'est ça déjà pour le premier rendez-vous, quoi. Exactement. Ne serait-ce que pour le premier rendez-vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de détails encore qui ont été donnés. C'est incroyable. Ils veulent même pas savoir, quoi. Oui, je ne sais pas l'expliquer. J'ai vu aussi des gens qui étaient freelance ou qui du coup travaillaient moins évidemment cette année hein, à cause du virus. Si jamais on travaille comme moi dans le tourisme et en télé, bah, c'est compliqué. Et où du coup, bah, là, c'est pas évident d'obtenir un prêt, quoi. Quel apport il faut en moyenne pour pouvoir avoir un accord de ces banques? Alors, en général, il est fixé à 15%. Cependant, d'expérience, pour les primo-accédants, ceux qui veulent donc acheter pour la première fois et qui n'ont pas forcément un apport d'un bien précédent, j'ai remarqué que beaucoup de banques demandent 30%. Donc c'est Ouais, énorme. c'est ça, c'est ce que c'est ce que j'avais Cependant, entendu c'est aussi. Ouais. souvent négociable. Enfin, en tout cas, il faut le négocier autant que possible parce que sinon, c'est beaucoup trop important. Et l'avantage aussi, c'est que dès qu'une première banque, en général, accepte à 15%, les autres deviennent un peu plus malléables aussi. Ouais, donc on peut un peu faire le forcing Voilà. dans les autres banques du coup. Voilà. Mais il y a une autre limite aussi qui est, en tout cas pour les salariés, on ne peut pas emprunter plus de 5 fois son salaire. C'est le salaire annuel global du couple qui compte Voilà, c'est qui rentre en le considération. salaire de base sans éventuel bonus pour le couple, donc si c'est un couple qui achète. On a parlé des prix tout à l'heure de location. En termes d'achat, ça donnerait quoi en somme pour un appart pareil, si on reste dans les mêmes tailles, un F3, 2 chambres à Oslo, dans le centre d'Oslo, et puis ailleurs en Norvège, ce serait quoi les tarifs à peu près? Alors, à Oslo, la moyenne, on est à 100 000 couronnes du mètre carré, il me semble, donc à peu près 10 000 euros le mètre Du mètre carré. carré? Ouais. Alors, bien sûr, plus l'appartement est grand, plus le prix moyen du mètre carré est faible, mais pas énormément non plus. Par exemple, là, je pense, il est difficile, enfin, il est difficile. Dans le centre d'Oslo, je pense pas qu'on trouve beaucoup d'appartements en dessous de 4 millions de couronnes, c'est-à-dire 400 000 euros, à moins que ce soit des Ouais. studios. Ouais, c'est ça. Après, c'est vraiment des tout petits trucs, quoi. Oui, voilà. Enfin, après, quand on a habité à Paris et qu'on est habitué à vivre en famille dans un 40 mètres carrés, Ouais, on n'est pas au prix de Paris non plus. C'est ça que je veux dire. ouais. Pas encore. Les taux d'emprunt dans les banques, c'est fixe, c'est variable, c'est... Alors, c'est une des très grandes différences avec la France. Il y en a plusieurs, mais clairement, celle-là, c'est peut-être celle qui saute le plus aux yeux. Les taux d'emprunt en Norvège sont variables. Alors, les gens vont demander, mais il n'est pas possible d'avoir des taux fixes comme en France. Un taux fixe, ouais. Alors, c'est possible seulement sur
3, 5 ou 10 ans, sauf cas exceptionnels. Et en général, bien sûr, ils sont donc plus élevés que le taux variable du moment. Donc c'est un pari sur l'avenir, comme toujours. C'est-à-dire que si on pense que le taux variable va augmenter dans les prochaines années, peut-être qu'il vaut mieux l'avoir fixe. Mais jusqu'à présent, ça ne s'est pas produit. Le taux variable a toujours été le plus avantageux. Cependant, bien sûr, de prendre un taux fixe, ça offre plus de tranquillité puisqu'on peut prévoir combien on va payer en mensualité sur les prochaines années. Mais c'est possible du coup de choisir. Jusqu'à 10 ans maximum. Et aussi, il est aussi possible de diviser, si tu veux, une partie de ton emprunt en taux variable, une partie de ton emprunt en taux fixe. D'accord. Ça se négocie. En fait, presque tout se négocie, bien sûr. Sachant aussi que, on parlait des contraintes sur la capacité d'emprunt. Ce que font les banques en général, c'est qu'elles vérifient que l'on peut rembourser avec 5 points de plus sur le taux du moment. Ce que je veux dire par là, imaginons en ce moment 1,5% comme taux proposé par la banque variable. Ils vont vérifier avec 5 points supplémentaires, c'est-à-dire 6,5. Est-ce qu'avec 6,5, cette personne pourrait toujours rembourser? Après, honnêtement, je sais, si vous sortez votre calculatrice et vous faites le test, de passer de 1,5 à 6,5, on passe de je rembourse tranquillement à c'est énorme. Claire, je ne fais que rembourser mon emprunt et manger des nouilles. Ouais, c'est ça. Parce que justement, j'ai lu des témoignages sur, il me semble que c'était sur le site de Enerco, de gens qui avaient acheté et qui étaient partis sur un remboursement de 10 000 couronnes à peu près par mois, et qui se sont retrouvés du jour au lendemain à devoir payer près du double dans les 18 000 couronnes. Et du coup, ils pouvaient plus, quoi. Ils pouvaient pas rembourser. Ils étaient dans une situation vraiment compliquée. Après, en général, les taux variables ne devraient pas augmenter quand même du jour au lendemain. Donc, cette histoire me fait penser peut-être à d'autres choses. C'est-à-dire que quand je suis arrivé en Norvège, en fait, ce qui ne devrait plus être le cas de nos jours, mais à l'époque, les Norvégiens pouvaient faire deux choses qui sont un peu folles, c'est-à-dire avoir 0% d'apport, déjà, genre emprunter la totalité du prix de l'appartement. Et l'autre chose, c'est qu'ils pouvaient ne payer que les intérêts. C'est-à-dire qu'ils ne remboursaient pas leur emprunt. Si tu t'engages sur, par exemple, 25 ans pour rembourser ton emprunt, mais tu ne fais que rembourser les intérêts, en fait, tu diminues jamais ces 25 ans. Donc il y a des Norvégiens qui faisaient, à l'époque, quand je suis arrivé, la combinaison des deux, 0% d'apport et on ne rembourse que les intérêts. Et le jour où les banques ont dit ça suffit, il faut commencer à rembourser le prêt. Faut payer maintenant. Voilà. Et là, soudainement, forcément, si tu t'es habitué à un train de vie différent, ça te fait un choc. Aujourd'hui, c'est possible de faire un prêt sur la totalité sans aucun apport ? Non. Il y a eu en fait un resserrage de vis, si je peux dire ainsi, en 2017. Parce que s'en est passé des choses en 2017. Oh oui, mais parce que ce qu'il se passait en Norvège, c'est que pendant pas mal d'années jusqu'en 2017, le prix de l'immobilier faisait plus 12, plus 15, parfois sur certains lieux plus 20% par an. Forcément, l'inflation et les salaires ne suivent pas, donc ça crée des inégalités énormes. Donc le gouvernement a fait passer plusieurs lois, dont en fait celle dont je t'ai parlé, le 15% minimum. Certaines banques pour l'apport peuvent en fait techniquement toujours descendre par exemple jusqu'à 10% s'ils sont capables de justifier que ces clients en valent la peine, mais j'ai jamais entendu parler de 0% d'apport depuis 2017. C'est aussi au moment où ils ont introduit la limite de 5 fois ton salaire, et surtout en fait si tu n'achètes pas pour ton logement principal depuis 2017, il faut au moins 40% d'apport. Pour tous les logements secondaires. Exactement, et ça a vachement calmé le marché. Ah oui, je me doute. Parce que les parents, en fait, achetaient pour les enfants. Moi, quand j'étais en visite d'appartement, je me retrouvais, donc nous, deux couples avec un CDI, et en face de nous, il y avait un gamin de 16 ans avec ses parents qui venait étudier à Oslo, et limite, ils étaient là à faire la fine bouche sur des appartements très très chers que nous, on pouvait même pas se payer. Ouais. Alors, la vente de biens en Norvège, c'est un petit peu particulier. C'est pas comme en France, ça se passe aux enchères ici. Donc c'est un peu différent. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe ?
Ah oui, c'est quelque chose qui choque toujours la première fois et qui choque toujours. Donc, Ouais. en plus des taux variables, j'ai envie de dire, c'est la deuxième grosse différence avec le marché norvégien. Donc, quand quelqu'un veut vendre son bien, il va, dans la majorité des cas, faire appel à une agence immobilière, même s'il est possible de s'en passer, mais c'est très peu fréquent. Voilà, parce que ça coûte à peu près, on va dire, c'est un pourcentage de la vente, mais on va dire peut-être 100 000 couronnes ou plus de passer par une agence. Ok. Mais cette agence, en contrepartie, elle va faire déjà des super belles photos. Je veux dire, c'est quelque chose qu'il faut mentionner. C'est vrai qu'ils sont forts, hein. Voilà. Vous allez sur Ouais. Film, vous allez dans les films d'Oteno, vous allez sur les photos et des appartements, elles sont toutes superbes. Ah ouais, c'est des magazines de déco. Voilà, tout est bien Il y a achalandé, la la petite fleur qui couleur, va bien, voilà, là. et, super luminosité. Je sais que de temps en temps, je rigolais avec des collègues où je leur montrais leboncoin.fr sur des appartements qui avaient exactement le même prix. Et pour le même prix, donc, vous avez deux photos, dont une qui est floue. C'est C'est ça. ça. C'est exactement ça. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. Quand j'ai vendu mon ancien appartement, je stressais parce qu'il n'y a que des belles photos sur Finn et il faisait très mauvais ce jour-là. Et bien sûr, il y a, dans les photos, dans toutes les photos, il y avait des fenêtres à certains moments. Et dehors, Ouais. le ciel était gris. Donc, j'ai dit au photographe, mais dehors, il fait moche, ça va Oh, se voir. Photoshop, on va mettre un ciel bleu. Ouais, et ils ont fait ça. Ah bah ouais, c'est sûr. Donc, c'est sûr. Donc, on en arrive donc à ces très belles photos. Il y a deux visites d'une heure par bien, en général, ça c'est très commun. Donc c'est pas non plus, comment dire, c'est très encadré, hein, deux créneaux d'une heure pour venir visiter l'appartement. Et le lendemain de la dernière visite, le matin, les enchères commencent par SMS. Donc contrairement à la France, les ventes d'immobilier ont tendance à partir vers le haut, ou en général, en France, on négocie plutôt un prix en dessous. Il est possible, bien sûr, en fait, d'acheter sans passer par les enchères. À la limite, si vous êtes sûr de vous, vous pouvez faire une offre directement au propriétaire. Et, rien ne garantit qu'il l'accepte, mais à la limite, pourquoi pas, ça vous coûte rien. Ensuite, il est aussi possible de demander des visites privées, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de venir pendant les deux visites d'une heure qui ont été prévues. Mais encore une fois, peut-être que cela vous sera refusé, mais ça ne coûte rien pour vous De de demander, demander. ouais. Et donc, du coup, c'est des enchères par SMS. Donc, on annonce une somme et puis on suit comme ça Voilà. l'offre des autres. On reçoit les SMS des offres des autres, donc on reçoit le prix et on tape le prix soi-même. Et Et c'est comme ça, c'est en instantané, quoi. Je veux dire, par exemple, si on veut acheter un bien, mais que, bah, je sais pas, on travaille, on est au boulot, bah, faut pouvoir passer la journée sur son oui, téléphone pour faire l'enchère, en fait. peut-être pas toute la journée, puisque en fait, les enchères sont censées se terminer vers midi. Donc, à partir de midi, vous avez de moins en moins de temps pour réfléchir à la Ouais, contre-enchère. faut réagir Voilà. super Mais vite, ça du peut coup. être très stressant et clairement, vous y passez. Enfin, votre journée, elle n'est pas très productive, on va dire, parce que vous Ouais. pensez qu'à ça. Les enchères, mine de rien, selon l'état du bien, selon, je sais pas, la position de la lune ou ce genre de choses, elles peuvent se terminer quand même en dessous du prix demandé. C'est ce que j'allais te demander, du coup, j'allais dire par rapport au prix de départ, le bien ne part jamais à ce prix-là, en fait. Alors, ça dépend vraiment, puisque j'ai eu l'occasion d'acheter deux fois en Norvège. La première fois où j'ai eu vraiment un bien, donc les enchères se sont envolées, on l'a emporté à 15% au-dessus du prix demandé. La deuxième fois, en fait, a priori, j'étais le seul intéressé Ah, d'accord. et j'avais mis 5, je sais plus, 5, 10%, 5% en dessous du prix demandé et le propriétaire a accepté. Parce que ça, c'est la deuxième chose. Peu importe si le prix est au-dessus ou en dessous du prix de départ, enfin du prix demandé par le propriétaire, il peut le refuser. Même s'il est au-dessus, c'est très mal vu. Hein. C'est-à-dire que vous finissez l'enchère au-dessus, ça sera très mal vu, mais Et techniquement, le propriétaire peut refuser de vous vendre à vous. ouais. Mais non, mais en général, ça se passe pas. Les cas, c'est où ça va très légèrement au-dessus. Par exemple, son appartement est à 3 millions prix de départ. Quelqu'un mise 2 millions 9, donc il est possible de commencer en dessous. Quelqu'un d'autre met 3 millions, une autre personne met 3 millions 1, enchère terminale 3 millions 1. Et là, en fait, le propriétaire avait menti. Lui, dans sa tête, il voulait 3 millions 3.
Ah d'accord. Et Donc c'est pas arrivé au prix que lui souhaitait, quoi. exactement, mais c'est très très mal vu. J'ai cru comprendre que c'était, même si on remportait cette enchère, on pouvait aussi ne pas remporter la vente. Voilà, donc c'est ce qui m'est arrivé la première fois où j'ai acheté. C'est très particulier, donc c'est un terme en norvégien qui s'appelle forkjøpsrett. Il existe certains appartements, certains biens, mais très principalement des appartements dans des copropriétés dans les grandes villes, où en fait ils se vendent avec ce fameux forkjøpsrett. Ou alors, comment l'expliquer simplement? Parce que c'est un peu compliqué. En général, il y a des associations dans lesquelles on peut être membre, des associations, on va dire, de logement ou de propriétaires, mais pas forcément, on peut en devenir membre sans être propriétaire. Donc les deux plus connus sont Ubus et USBL. On devient membre. Chaque membre a une ancienneté, parce qu'on paye chaque année, donc il y a des membres qui sont là depuis 2 mois, des membres qui sont là depuis 20 ans. Et quand un appartement est vendu avec un forkjøpsrett Ubus ou USBL, lorsque l'enchère est terminée, Ubus va appeler ses membres, si c'était un appartement vendu avec Ubus, va appeler ses membres et leur dire, écoutez, par ordre d'ancienneté, est-ce que vous voulez prendre cet appartement au prix de l'enchère gagnante? Et si la personne dit... Même si les gens, ils ont rien demandé. Même si personne n'a rien demandé. Et si la personne, au bout du téléphone, dit « Oh, ok, cet appartement m'intéresse », non seulement elle le remporte, Ouais. mais en plus, on ne peut pas s'y opposer. On peut pas... Ouais, c'est ça, il n'y a pas de recours. Il n'y a pas de recours et on ne peut pas continuer à mettre plus d'argent. Donc, on peut pas dire j'enchéris un peu plus, mais je le veux. C'est non, ça. c'est Donc mort. c'est vraiment, je suis désolé de le dire, dégueulasse. D'autant plus que je me suis c'est fait piquer assez injuste. Voilà. Ouais. C'est injuste, mais c'est pour des raisons historiques et personne en fait veut vraiment changer le système. Alors c'est pas la majorité des appartements qui sont vendus comme ça, mais manque de bol. En tout cas pour moi, non seulement le premier appartement que j'ai essayé d'acheter, c'était vendu en forkjøpsrett US. Alors oui, j'étais membre d'Obus quand même. Alors certes de quelques mois. Ah, t'étais membre, mais t'avais pas assez d'ancienneté, en fait. Non, j'étais membre de la mauvaise. Oui, tu venais de la mauvaise association. J'étais membre d'Obus et c'était un appartement vendu avec c'était un USBL. Ouais. Et donc je remporte l'enchère. Et là, 36 heures après, moi je m'étais déjà fait des projections dans cet appartement. Ah ouais, tu m'étonnes. 36 heures après, je reçois un coup de fil. Je le vois, ce mur-là, je le vois bien en vert. Je reçois un coup de fil en me disant, bon écoutez, désolé, il y a quelqu'un qui prend l'appartement. Et j'aurais pu mettre plus, enfin un peu plus. Ah ouais, c'est... Voilà, ça fait... C'est vrai que c'est particulier comme système. C'est très particulier, ça fait une sacrée leçon. Mais ça, on le sait, c'est écrit dans l'annonce, par contre, on le sait si c'est un bien USBL ou Obus. Ah oui, alors non seulement c'est écrit dans l'annonce, mais il vaut mieux demander au cas où à l'agence qui s'en occupe, pour être sûr. Parce que, attention, Ubus, en fait, c'est une grosse société en Norvège qui fait plein de choses. Donc ce n'est pas parce que, c'est un peu compliqué, ce n'est pas parce que c'est Ubus qui gère la vente qu'il y a un forkjøpsrett Ubus. Ah, d'accord. Voilà. Donc il faut pas prendre peur chaque fois que vous voyez Ubus ou USBL. Il faut éplucher l'annonce. Ouais. Faut avoir plutôt peur du terme forkjøpsrett. Voilà. Sauf si la phrase c'est il n'y a pas de forkjøpsrett dans cette annonce. Ah oui, c'est vrai. Donc il faut l'éplucher. Faut bien lire l'annonce, quoi. Voilà. Je fais participer les auditeurs en leur demandant s'ils ont des questions, donc en l'occurrence là à te poser. Et il y a Johan qui m'a demandé, est-ce que culturellement les Norvégiens achètent ou louent? Alors culturellement les Norvégiens achètent. Il y a selon les statistiques que j'ai trouvées, au minimum 80% de propriétaires, sachant que beaucoup de locataires sont en fait des étrangers comme nous qui viennent d'arriver et qui ne pouvons pas acheter au départ. Donc parmi les Norvégiens, la très grande majorité est propriétaire. Mais comme on en a parlé un peu avant, le fait que l'immobilier a explosé beaucoup plus vite, les prix ont explosé beaucoup plus vite que les salaires et l'inflation, en fait, ça commence un peu à se caler. Il existe quelque chose qui s'appelle Sick Employer Indexen, donc c'est l'index des infirmiers et infirmières, traduit en français. En fait, c'est un index qui évalue pour un infirmier ou une infirmière qui vient d'être diplômé, avec un salaire moyen, le pourcentage de logements qui leur sont accessibles avec un prêt. Ok.
Donc voilà, et j'ai regardé celui de 2020, donc ça va vraiment dépendre des villes, bien entendu, Du du lieu, lieu. ouais. Donc par exemple, là je l'ai devant moi, donc un infirmier ou infirmière fraîchement diplômé en 2020 à Kristiansand, au sud de la Norvège, pouvait accéder à 54% du parc immobilier en vente en ce moment-là. À Bergen, on est à 34. À Stavanger, c'est à peu près pareil, 34. Trondheim, 28. Mais Oslo, 3,1. Oh, 3 seulement, j'allais te dire 10, Non, mais... non. Et je crois que pour Oh, 2021, ouais. on est parti pour 1%. Ah, d'accord, Donc en carrément. Donc, fait, genre, ils peuvent pas acheter, en fait, presque. voilà. Et ça commence à faire peur et à inquiéter. On en parle plus d'un plus dans les médias. Parce que. Alors, effectivement, c'est nouveau pour la Norvège. Et je trouve que ça a créé énormément de situations d'inégalité. Donc moi, je trouve ça un peu choquant. Mais après, ça me rappelle Paris. Alors, je veux pas forcément comparer Oslo à Paris, mais à Paris, il y a beaucoup, beaucoup plus de gens qui ne peuvent pas du tout acheter. Ouais. Ça veut pas dire que je veux absolument aller dans un marché qui ressemble à Paris, mais Ouais. malheureusement, si je veux être pessimiste, il y a encore de la marge. Mais c'est vrai qu'il y a un truc qu'on remarque, que moi j'ai remarqué, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui achètent pour leurs enfants. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui m'a choqué au début, enfin, qui m'a surprise, c'est que j'ai vu des gens, des jeunes, qui venaient tout juste de finir leurs études, qui avaient, je sais pas, 25 ans, 27 ans, et qui venaient d'être propriétaires d'un appart à 500 000 euros. Ouais, Du coup, mais attends, comment t'as fait? exactement. Parce que tu travailles pas, comment ça marche en fait. Donc c'est vrai que culturellement, non seulement les Norvégiens sont propriétaires eux-mêmes de leur maison principale, très souvent de une ou deux autres maisons en plus, d'une Ita ou d'autres maisons, mais en plus c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup qui achètent le premier bien à leurs enfants. Ouais. Il faut pas se leurrer, en tant qu'étranger, on part avec un malus sur le marché immobilier. Enfin, dans le sens où, voilà, on n'a pas forcément, autant que les Norvégiens, des parents pour aider. J'avais lu un témoignage alors effectivement, hein, si tu m'avais demandé en pourcentage, tu vois, je t'aurais dit peut-être 80 ou 90% des Norvégiens qui sont propriétaires. Et c'est vrai que en Norvège, il faut quand même préciser que les gens sont très, très maniaques, s'occupent de leurs maisons, de leurs appartes, rénovent tout. Ils dépensent quand même beaucoup d'argent Mhm. dans leurs biens, en fait. Et j'ai remarqué quand même que de plus en plus, certains commencent à se dire ah bah en fait on y passe quand même beaucoup de temps et on dépense quand même beaucoup d'argent, peut-être qu'on pourrait faire aussi autre chose. Et ça c'est un truc, moi je suis pas propriétaire, mais je sais pas si j'ai envie de l'être en fait, parce que j'ai pas énormément d'argent et j'ai pas envie de dépenser tout ce que j'ai dedans et de me dire toutes les vacances je suis obligée de rénover, de restaurer, je peux pas partir en vacances parce que j'ai pas le temps et parce que j'ai plus l'argent en fait. Et ça, c'est vrai que c'est un discours qui est très bizarre hein, pour la Norvège, parce qu'évidemment, les Norvégiens pensent pas du tout comme ça. Mais de plus en plus, étant donné que la question de Johan, c'était comment ça se passe culturellement, j'ai l'impression que quand même, ça change un petit peu. Et j'ai entendu de plus en plus un peu le discours de gens qui disaient, ben ouais, en fait, être locataire, c'est quand même pratique parce que tu as un peu plus de liberté, quoi. Oui, voilà, au niveau culturel, là, ce début de décennie, il y a quelque chose qui commence à se passer. Alors, est-ce que ça va durer? Aucune idée. Je suis pas devin, mais c'est une bonne remarque. En plus, les Norvégiens sont presque tous, c'est pareil, je sais pas, peut-être tu as une idée en pourcentage, mais de combien de Norvégiens ont une Hita? J'ai pas le pourcentage, mais en fait, c'est très familial Je aussi. dirais 80 ou un Mais truc comme ça. ouais, Enfin, mais elles sont souvent partagées pour toute la famille. oui, c'est vrai. C'est-à-dire que de notre génération, en général, c'est plutôt la hita des parents plus que la leur. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a un truc que moi je trouve un peu. C'est pas une critique, hein, mais c'est un truc que je trouve un peu bizarre. C'est que du coup, non seulement on passe tout son temps et on met tout son argent dans la restauration de sa maison, mais quand on part en vacances ou un week-end, on va toujours au même endroit parce que la Hita elle est au même endroit. Donc, du coup, je trouve ça un peu dommage parce que
Moi, j'aime bien explorer, changer de lieu, j'aime bien louer des logements Airbnb différents pour aller à plein d'endroits différents. Donc, j'aimerais pas trop avoir mon logement secondaire au même endroit et aller au même endroit tout le temps, en fait. Mais en plus, c'est bon, je sais pas si on sort un peu du sujet, mais effectivement, je te rejoins dans le sens où parfois les familles norvégiennes, c'est pas seulement la Hita en Norvège dans la montagne, mais en fait, pas mal possèdent une maison secondaire dans le sud de l'Espagne ou dans le sud de la France. Et, En et plus, je sais que ouais. ça fait un peu cliché ou des gens ne seront pas d'accord avec nous, même, mais moi je te rejoins totalement. C'est-à-dire que quand tu as acheté ta seconde maison en Espagne, quasiment toutes tes vacances, voire toutes tes vacances, Eh tu ouais. les passes là-bas, hein. Et ouais, tu vas au même endroit, tu vois les mêmes gens, tu vas à la même boutique. Alors, bon, enfin, ça peut convenir à certaines personnes, encore une fois, hein, c'est pas du tout une critique, Mhm. mais je trouve que c'est un peu, surtout quand on est plus jeune, je trouve que c'est un peu dommage d'aller tous les week-ends et toutes les vacances dans la même forêt, dans la même cabine. Moi, j'aime bien explorer des lieux différents, quoi. Mhm. Mais c'est vrai qu'en tout cas, j'ai l'impression que culturellement, ça reste globalement la grande majorité des Norvégiens qui sont propriétaires, mais quand même, j'ai l'impression que ça change un petit peu. Alors du coup, une fois qu'on est propriétaire de son bien, à quoi il faut s'attendre par rapport aux charges et aux taxes? Qu'est-ce qu'on va avoir à payer? Alors, il y a ce qu'on appelle les Felleskostnader, c'est effectivement les charges mensuelles. Alors, mon expérience, elle est basée uniquement sur Oslo, où ces coûts vont dépendre si vous êtes en maison ou en copropriété, mais en général, ils incluent l'eau, ils incluent les poubelles, ils incluent quoi d'autre? Pas l'électricité, hein, on est d'accord, mais moi, dans mon Ouais. cas de mon immeuble, elles incluent le remboursement de la dette commune de l'immeuble, parce que l'immeuble a une dette, donc il y a une dette commune qui est incluse, un remboursement qui est inclus. Il y a Internet pour moi qui est inclus dedans. Ok. Donc en général, il y en a un peu pour tous les prix, mais j'ai jamais vu à Oslo, c'est très rarement en dessous de 3000 couronnes par mois. Là actuellement, je paye 4000 couronnes par mois, mais j'ai vu des appartements ou des maisons à 12 000 couronnes par mois. Ça commence à quand même à faire un sacré budget parce qu'il faut, Ça fait beaucoup pour les charges, ben, il ouais. faut payer il faut rembourser l'emprunt à côté. Donc en Eh général, ouais. l'explication, Plus l'électricité, plus le... voilà. L'explication en général, c'est soit un immeuble très récent et donc la dette commune de tout l'immeuble est assez conséquente, ou Ouais. alors ça peut être parce que je sais pas, il y a plein de parkings souterrains, plus un ascenseur ou deux, etc. Donc tout ça, ça coûte de C'est l'entretenir. beaucoup d'entretien Voilà. et ouais. Donc il y a tout ce genre de charges. Je peux pas forcément comparer à la France parce que j'ai jamais été propriétaire en France, mais en tout cas à Oslo et peut-être une ou deux autres grandes villes, il y a une eiendomsskatt qui est donc un impôt de C'est un peu les impôts fiscaux, quoi. ouais, c'est taxe sur la propriété. Ouais. Euh, pour donner je pense, sans vouloir dire de bêtises, que ça ne concerne que les appartements de plus de 4 millions de couronnes à Oslo, donc de plus de 400 000 euros. Donc c'est comment dire, c'est une méthode, c'est assez récent. Ça fait que quelques années. C'est une méthode supplémentaire qu'a trouvé la ville pour essayer de calmer un peu les prix de l'immobilier. Ensuite, il n'y a pas vraiment de taxe foncière. Par contre, le prix donc du bien immobilier rentre dans le calcul de la taxe éventuelle sur la fortune. Mais en même temps, si vous avez une dette, ça donne quelques réductions aussi sur l'avis d'imposition. Donc, bon, là, on rentre quand même dans des détails assez précis. Ouais. Ok. Et puis encore une fois, c'est très... ça dépend du type de bien et puis Voilà. de la ville dans laquelle il se situe, quoi. Si on n'est pas expert, quels sont les points auxquels il faut faire attention lors des visites pour ne pas se faire avoir avant d'acheter? C'est exactement pareil qu'en France au final, hein. On achète le bien en l'état, entre guillemets. Alors bien sûr, s'il y a des vices cachés et que l'on peut prouver que l'ancien propriétaire était au courant, il a volontairement caché, il est possible de se retourner contre donc l'ancien propriétaire. Mais en général, on l'achète en l'état. Les deux grosses différences que je vois par rapport à la France, c'est le chauffage au sol dans la salle de bain est très important pour les Norvégiens. Ouais, c'est vrai. Donc, Il y en a beaucoup qui le laissent allumer l'été même, hein, d'ailleurs, parce qu'ils aiment bien avoir les oh, pieds au chaud. oui, malheureusement. Mais vérifiez donc si le chauffage au sol fonctionne. N'hésitez pas
en fait, à bidouiller lors de la visite pour mettre le chauffage au maximum et mettre la Pour main, voir si ça voilà, chauffe. mettez la main en partant au sol pour bien vérifier que c'est chaud. Et notre petite astuce, c'est de demander les 2 derniers comptes rendus de la réunion de copropriété, si c'est une copropriété, hein, c'est pas si c'est une maison simple, et lisez-le pour voir s'il parle donc de dégâts éventuels ou d'augmentation des frais mensuels pour cause de causes diverses, mais pour cause de travaux prévus. Ou de futurs travaux très importants à venir. Exact, voilà. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose non plus, hein. Les futurs travaux peuvent embellir et donner plus de valeur à la propriété. Mais voilà, c'est une bonne chose pour se tenir au courant avant d'acheter. Si on veut devenir propriétaire, mais plus exactement faire construire, comment ça se passe par rapport au terrain, aux délimitations des terrains, à l'achat des terrains? Est-ce qu'on peut faire construire sur un terrain dont on n'est pas propriétaire, etc. Comment ça se passe? Alors, je vais être honnête, je ne m'y connais pas vraiment dans ce domaine, sur les terrains vierges. Ce que je peux te dire par contre, c'est que ce n'est vraiment pas fréquent. En fait, les terrains disponibles partent très vite, mais achetés par les développeurs immobiliers qui, eux, vont construire pour vendre des bâtiments, enfin, des logements déjà fabriqués. Les 2 seules personnes que je connaisse qui ont acheté un terrain vierge pour construire, donc c'est un couple de Français et un couple de Norvégiens, mais pour les deux, en fait, ils ont acheté le terrain à des amis ou à des connaissances. Ah d'accord. Voilà. C'était en cercle restreint, quoi. Exactement. Alors, si vous allez sur fin.no, et vous pouvez chercher et trouver des terrains, mais en général, c'est des grands terrains où il faut beaucoup d'argent, d'où les développeurs immobiliers qui les achètent, ou alors au contraire, c'est des terrains beaucoup trop petits. Alors, il y a plusieurs types de biens. Il y a des biens qui peuvent être en sell ailleurs ou en handel. C'est quoi la différence? Alors, il en existe même en fait un troisième qui est encore un peu moins connu, donc H. Laliette. Alors, les détails en fait sont, en tout cas pour moi, à titre personnel, ne m'ont jamais vraiment intéressé. Les 2 seules choses que je voudrais dire dessus, donc Selvayer, ça veut dire que vous êtes vous vraiment l'unique propriétaire du bien. Handel en général, ou l'autre, achat, vous achetez, comment dire, le droit de résider, mais c'est la copropriété, donc ça s'applique beaucoup aux immeubles ou aux copropriétés donc dans les grandes villes, hein. À la campagne, je pense qu'il n'y a que des salvailleurs. La différence donc en Dell, c'est vous achetez le droit d'y vivre dans la propriété. Ça coûte aussi cher qu'un appartement, donc a priori ça pourrait vous faire peur, mais personnellement, je suis passé par les deux. J'ai eu les 2 types et je n'ai vu que 2 différences qui, pour moi, sont les 2 seules qui comptent. Quand on achète un self-buyer, on a une taxe supplémentaire à payer à l'État dont on ne peut pas emprunter, donc c'est de l'argent supplémentaire en plus de la caution qu'il vous faut disponible. Ça s'appelle le Document Habit, qui correspond à 2,5% du prix d'achat. Le prix d'achat étant l'enchère le maximum avec laquelle vous avez remporté, plus des frais fixes qui se rajoutent. Okay. Donc ça peut faire une somme assez conséquente. C'est assez conséquent du coup, ouais. Voilà. Il faut l'avoir, hein, bien sûr. Et l'Andel, donc, vous n'avez pas cette taxe à payer à l'État. Par contre, la restriction la plus grosse à laquelle je peux penser, c'est que la copropriété, en fait, peut vous imposer des restrictions si vous voulez louer cet appartement. Donc, il vous appartient, mais en même temps, pas complètement. Un peu à vous, un peu à la copropriété, quoi. Voilà, et l'exemple le plus souvent qui est donné, c'est, imaginons vous avez acheté cet appartement et vous partez 2 ans à l'étranger, vous voulez le louer, eh bien, malheureusement, la copropriété peut vous le refuser. Ah d'accord, carrément. Voilà. Elle peut refuser de louer à une autre personne peut vous empêcher effectivement de louer. Voilà. Alors, je sais pas, ça va dépendre de vos plans, parfois et ça va dépendre de la copropriété aussi, hein. C'est pas parce qu'ils peuvent qu'ils vont vous utiliser Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Qu'est-ce qui pourrait honnêtement, je pense arriver d'autre de différent? Pas grand-chose. Il y a que ça? Je pense qu'à ça. Donc si on achète un bien mais qu'on sait qu'on va quand même partir quelque temps, qu'on souhaite le louer et tout, c'est un point auquel il faut faire attention. C'est un point auquel il faut faire attention, mais
Mon premier achat, c'était Andel, et mon deuxième, c'était à Selvayer, quand j'ai vendu le premier. Et j'ai pas vu de différence, à part, effectivement, le deuxième, il a fallu que je paye... À part cette somme Voilà. à payer, ça coûte plus cher, quoi. Ça coûte plus cher. Dans les questions des auditeurs, j'ai aussi eu Sébastien qui demande est-ce qu'un Français qui habite en France et qui est résident, donc français, peut acheter un logement en Norvège? On a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que c'est possible? Ben alors, ma réponse, c'est une question pour toi, Sébastien. Combien as-tu d'argent en banque, en fait? Parce que oui, c'est possible, mais il faut bien comprendre qu'une banque norvégienne ne prêtera pas à une personne qui n'a pas de revenus ou qui n'est même pas résidente en Norvège, et en contrepartie, une banque française ne prêtera pas pour un bien qu'elle ne peut pas saisir en cas de défaut de paiement. Donc, c'est très compliqué. Il faut pouvoir acheter le bien cash. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que je suis tombé aussi, lors de mes recherches, sur des sites de vente de propriétés de luxe, qui est traduit dans plein de langues. Alors, c'est très rare. En général, les gens, quand ils veulent acheter des propriétés de luxe, ils pensent pas forcément à la Norvège. Donc, c'est vraiment un marché de niche, les villas de luxe pour les étrangers en Norvège. Mais j'imagine que si vous avez beaucoup d'argent, mais il y a moyen de faire quelque chose, même peut-être d'obtenir un prêt. Mais il faut commencer à arriver avec un apport. Il faut avoir beaucoup d'argent à la base, quoi. Ouais, et par beaucoup d'argent, non, en fait, j'ai peur de m'engager si je dis un chiffre et que c'est pas vrai, mais on parle facilement dans ma tête au-delà de 800 000 euros, facilement, et peut-être beaucoup plus. Ouais, oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire plutôt même autour des 1 million, quoi. Ouais. Et jusqu'à... et bien sûr, il n'y a pas de limite. Jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. J'ai vu un appartement à Oslo à 96 millions de couronnes. Hein. Ben justement, j'allais te demander quel est le logement le plus cher. Je pense que c'est le plus cher parce qu'il existe des belles maisons à Bygdøy, à Oslo. Alors, il y en a pour tous les prix, 20, 40, 60 millions de couronnes. Hein, donc, on parle de combien? De 2, 4, 6 millions d'euros. Mais il y a un appartement énorme dans un nouvel immeuble en train d'être construit du côté de Majorstua, pas loin du Frogner Park, ou en tout cas, en fait, l'immeuble en tout cas a vue sur le Frogner Park, hein, évidemment, un peu le Manhattan là, et le Central Park d'Oslo. Ouais. Et donc cet appartement était en vente, ou est toujours en vente d'ailleurs, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de preneurs, à 96 millions de couronnes. On approche donc les 10 millions d'euros. Ouais. Eh ben, c'est pas pour moi. Non plus. Trouver un logement, c'est donc, après l'obtention du dénumère, une étape très importante pour réussir son intégration en Norvège. Je sais que pour certains, c'est un facteur de stress, alors j'espère que cet épisode vous sera utile. Merci Thomas d'avoir passé du temps avec nous, de nouveau. Et merci de m'avoir invité de nouveau. J'espère que tous ces conseils vous seront utiles. Merci, salut Thomas. Salut. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. Merci à Louise et Pierre qui soutiennent le podcast sur Patreon. À bientôt!